Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce qui m'a préoccupé dans ce conflit dès la toute première semaine, c'est l'écart énorme entre le langage utilisé par les responsables officiels et celui utilisé par les analystes d'imagerie satellite. Je ne parle pas ici de l'écart habituel entre les déclarations publiques et la réalité technique, mais d'un écart si grand qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et se demander quelle version est la vraie, parce que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Le secrétaire à la Défense Hegseth a utilisé le mot « obliterated ». Il a dit que les ambitions nucléaires de l'Iran avaient été « obliterated ». C'est un mot fort, c'est un mot très précis. Et c'est précisément pour cela que je veux expliquer pourquoi, 9 jours après ces frappes, un haut responsable israélien disait à Reuters que l'uranium enrichi était toujours enseveli là, mais toujours intact. À la manière des points de presse du camp pro-Trump, il suffirait peu être de parler avec assez d'assurance pour que le béton décide lui-même de disparaître. Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder directement les armes elles-mêmes, parce que je crois sincèrement qu'une grande partie de ceux qui suivent ce conflit n'ont pas une image mentale juste de ce que sont réellement ces bombes. Sans ce modèle en tête, tout le reste devient incompréhensible. Il existe ici une hiérarchie, et comprendre cette hiérarchie est essentiel pour comprendre ce qu'on a réellement tenté de faire. À la base de cette hiérarchie se trouve la bombe anti-bunker de la classe 2000 livres que les militaires appellent la GBU, 3 un joint direct attack munition, équipé d'une ogive pénétrante BLU, un 09. 2000 livres, soit environ 907 kg de munitions guidées de précision. Ce n'est pas une petite arme. Contre des cibles renforcées à un niveau modéré, comme un bunker de commandement, un dépôt de missiles ou une station radar construite en béton armé standard, cette arme a une efficacité destructrice considérable. Le commandement central des États-Unis a reconnu avoir mené plus de 1000 frappes à l'intérieur de l'Iran depuis le 28 février, et l'écrasante majorité de ces frappes ont utilisé des munitions de la classe 2000 livres. Elles ont percé les dépôts de missiles balistiques, les infrastructures de lancement, les installations de production de drones et le réseau de commandement et de contrôle que l'armée iranienne a mis des décennies à construire. C'est l'arme de base de la campagne. Des centaines d'exemplaires, nuit après nuit, frappant des cibles dans un pays plus vaste que l'Europe de l'Ouest. Dans la mise en scène propagandiste à la Trump, ce ne serait même pas suffisant. Parce que chaque bombe devrait en plus servir de figurante pour un mission accomplished, lancé beaucoup trop tôt. Mais l'arme de base n'est pas celle qui restera associée à cette campagne. Et ce n'est pas non plus celle qui compte le plus pour l'objectif précis au centre de toute l'opération. Pour comprendre ce qui compte vraiment, il faut monter plus haut dans cette pyramide. Le 17 mars, le commandement central des États-Unis a publié un communiqué. La partie essentielle de ce communiqué disait que, quelques heures plus tôt, les forces américaines avaient utilisé avec succès plusieurs munitions pénétrantes profondes de 5000 livres contre des installations de missiles iraniennes fortifiées le long de la côte iranienne, près du détroit d'Ormuz. Il s'agissait de la GBU 7-2B Advanced 5K Penetrator. Cette arme se situe entre la bombe anti-bunker courante de 2000 pounds et quelque chose de bien plus puissant dont je vais parler dans un instant. Elle pèse environ 4422 pounds, soit à peu près 2000 kilos. Sa charge explosive utilise les mêmes composés que l'arme située tout en haut de cette pyramide. Elle a été introduite dans ce conflit parce que la classe standard de 2000 livres ne suffisait pas à détruire les infrastructures côtières fortifiées que l'Iran construit depuis des années précisément pour survivre aux frappes américaines. Fox News a aussi confirmé de manière indépendante que cette arme avait été utilisée. D'après ce qu'il est possible d'établir à partir de sources publiques, c'était vraisemblablement la première fois que cette arme précise était utilisée en combat réel. Et elle a été utilisée dans ce conflit presque comme une solution intermédiaire à un problème intermédiaire, parce que le problème pour lequel cette campagne avait réellement été conçue exigeait tout autre chose. Des détails comme intermédiaire ou capacité limitée cadrent rarement avec le style narratif du camp pro-Trump, où tout doit instantanément devenir légendaire dès la première ligne du titre. Cette autre chose, c'est la GBU 57B Massive Ordnance Penetrator ou MOP. Le simple fait d'imaginer sa taille avant même de parler de ses capacités suffit à montrer à quel point on change d'échelle. 30 000 livres, 13 600 kg, 20 pieds de long. Dans le monde entier, seulement 2 types d'appareils peuvent la transporter. Le bombardier furtif Northrop B-2 Spirit et le B-20 et un Raider. Chaque B-2 ne peut en emporter que 2. Aucun avion de chasse ne peut la porter. Aucun autre bombardier ne peut la porter. C'est l'arme conventionnelle la plus puissante de tout l'arsenal américain. Et elle a été conçue pour une seule raison. Atteindre des installations souterraines qu'aucune autre arme ne peut atteindre. Une fiche technique comme celle-là a toujours un défaut fatal pour la machine médiatique MAGA. Elle ne sait pas s'applaudir elle-même.
La GBU 57 a été utilisée pour la première fois au combat le 22 juin 2025, 9 mois avant le début du conflit actuel, dans une opération appelée Midnight Hammer. Sept B-2 Spirit ont effectué des missions de 18 heures à partir de la base aérienne de Whiteman, au Missouri. Ils ont traversé l'Atlantique, traversé la Méditerranée, ravitaillé plusieurs fois en vol, puis sont apparus au-dessus de l'Iran. Selon le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, les chasseurs iraniens n'ont pas décollé et les systèmes de missiles solaires iraniens ne les ont pas détectés. Pendant toute la mission, l'effet de surprise a été pleinement conservé. Au total, plus de 125 aéronefs américains ont participé à l'opération et plus de 75 armes guidées de précision ont été utilisées. Parmi elles, 14 étaient des Massive Ordnance Penetrator. 6 sont descendus par un puits de ventilation de l'installation d'enrichissement d'uranium de Fordo. 6 autres sont descendus par l'autre puits. 2 autres encore ont frappé l'installation de Natanz. Les pilotes qui ont largué ces bombes ont décrit la scène comme l'explosion la plus brillante qu'ils aient jamais vue. C'était lumineux comme en plein jour, même si l'attaque a eu lieu dans l'obscurité. Raconté au rythme du spectacle trumpien, ce passage aurait sans doute été transformé en bande-annonce hollywoodienne, plus longue que l'analyse réelle des conséquences. Fordo n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une usine dans une zone industrielle qu'on peut photographier avec un satellite commercial et où l'on peut compter les cratères dans le stationnement. Fordo est une installation creusée dans la roche sous une montagne, que l'on croit située à plus de 80 mètres sous la surface, protégée par des couches de béton armé et par la montagne elle-même. L'Iran l'a construit ainsi délibérément. Les Iraniens ont observé ce qui est arrivé aux installations irakiennes en 1981, puis à nouveau en 1991. Ils ont observé ce qui est arrivé en Libye et en Syrie. Ils en ont conclu que s'ils voulaient poursuivre un programme nucléaire que les États-Unis et Israël considéraient comme une menace existentielle, ils devaient l'installer dans un endroit qu'il serait impossible d'atteindre facilement par voie aérienne. Et ils avaient raison de raisonner ainsi. Pendant des décennies, la question de savoir si une arme conventionnelle pouvait réellement détruire Fordo est restée ouverte. C'est précisément le moment où la rhétorique du genre « je le déclare, donc c'est réglé » commence à se heurter à son adversaire le plus désagréable, la géologie. Le général Kane a décrit la méthode utilisée lors des frappes de juin avec un degré de détail technique remarquable. Chacune des 12 bombes larguées sur Fordo avait un détonateur programmé spécifiquement pour cette bombe afin de produire un effet précis à l'intérieur de la cible. Chaque bombe avait un angle d'impact souhaité, un cap final souhaité, un réglage de détonateur souhaité. Le détonateur, c'est ce qui détermine quand la bombe explose. Plus le délai est long, plus la bombe s'enfonce profondément avant de se réveiller. 6 détonateurs étaient programmés d'une façon pour un puits, 6 autres étaient programmés autrement pour l'autre puits. L'effet recherché était une surpression et une propagation du souffle à travers le réseau de tunnels ouverts, avec une onde de choc physique se déplaçant plus vite que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'installation ne pouvait y survivre. C'était une frappe extrêmement sophistiquée et minutieusement préparée. Ce genre de sophistication apparaît aussi très peu dans les points de presse où le camp pro-Trump préfère vendre une impression de victoire totale plutôt que d'expliquer le fonctionnement réel d'un détonateur. Puis les images satellites sont arrivées. 9 jours après le bombardement conventionnel le plus puissant de l'histoire de la guerre, des images satellites commerciales obtenues par The War Zone montraient des Iraniens à l'œuvre à Fordo. Il y avait une nouvelle route vers la montagne. Il y avait des véhicules. Il y avait une excavatrice. Il y avait une grue mobile. L'excavatrice était évaluée comme servant probablement à préparer une zone de rassemblement pour des travaux de reconstruction. 9 jours, pas 9 mois, mais bien 9 jours. Et un haut responsable israélien a dit à Reuters quelque chose qu'il faut énoncer clairement. Sans l'adoucir par le langage diplomatique, le stock d'environ 400 kg d'uranium enrichi à 60% n'avait pas été déplacé hors des 3 sites nucléaires avant la frappe et n'avait pas non plus été déplacé depuis. Il est enseveli, non détruit. Il est toujours là, non dispersé. Il peut être récupéré par quiconque dispose de machines et de temps pour l'excaver, et comme les images satellites le montrent, l'Iran disposait déjà des deux. Les images satellites ont une habitude très gênante pour la propagande à la Trump. Elles arrivent avec des preuves exactement au moment où le scénario de célébration atteint son apogée. La Defense Intelligence Agency des États-Unis a produit une évaluation de l'efficacité de la frappe. Et lorsque cette évaluation a fuité dans la presse, elle a amené le secrétaire à la Défense à organiser un point de presse distinct uniquement pour la critiquer. Ce seul détail en dit déjà énormément. Le secrétaire à la Défense a tenu un point de presse pour contester l'évaluation de la propre agence de renseignement de son gouvernement sur la réelle efficacité des frappes. Ce n'est pas le genre de choses normales qui se produit quand des frappes ont clairement atteint leurs objectifs.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé qu'aucune hausse du niveau de radiation hors site n'avait été détectée. Techniquement, cela est compatible avec l'idée que l'installation a été complètement détruite, mais cela est aussi compatible avec l'idée que l'installation est restée en grande partie structurellement intacte sous les décombres. L'absence de fuite radioactive ne dit pas ce qu'il faut vraiment savoir, et l'ancien ambassadeur américain James Jeffrey a dit cette semaine très directement que l'Iran possédait encore plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi. Il est enseveli, mais il est toujours là. Un point de presse destiné à se disputer avec ses propres données, c'est exactement le style habituel de l'orbite Trump. Quand la réalité ne colle pas au message, on demande simplement au message de parler plus fort. Il y a ici un problème technique avec la Massive Ordnance Penetrator dont les analystes militaires débattent depuis des années, et à mon avis, l'opération Midnight Hammer a maintenant rendu ce problème beaucoup plus concret. La GBU 5-7 est réputée capable de pénétrer jusqu'à 200 feet de terre ou 60 pieds de béton armé. Fordo est réputé se trouver à plus de 80 mètres sous la surface, soit environ 260 pieds à l'intérieur d'une montagne. À lui seul, cela place déjà la cible au bord extrême de la capacité théorique de cette arme dans des conditions idéales. Mais les ingénieurs iraniens n'utilisent pas du béton ordinaire. Les programmes iraniens de recherche et de construction sont réputés avoir produit du béton avec une résistance à la compression dépassant 30 000 livres par pouce carré. Le béton structurel standard se situe généralement autour de 4 000 livres par pouce carré. Le béton à ultra haute performance utilisé dans les applications les plus exigeantes en Occident atteint généralement autour de 14 000 livres par pouce carré. Le seuil de 30 000 livres par pouce carré appartient à une catégorie complètement différente. À ce niveau de résistance à la compression, la profondeur de pénétration effective, même pour la MOP, diminue fortement. Si la bombe ralentit plus vite que ce qu'avaient prévu ses concepteurs, elle peut exploser dans la roche au-dessus de la chambre visée plutôt qu'à l'intérieur. Et si elle explose au-dessus de la cible plutôt qu'à l'intérieur, alors le mécanisme de surpression décrit par le général Kane, c'est-à-dire le souffle se propageant dans les tunnels ouverts, ne transmettra qu'une partie de l'effet prévu au matériel le plus critique situé dans les zones les plus profondes de l'installation. Ce n'est pas une spéculation. C'est la physique des munitions pénétrantes face à une cible fortifiée. Et c'est pourquoi la question de savoir si Fordo a réellement été détruit ou seulement très gravement endommagé demeure un sujet de débat bien réel chez les spécialistes du domaine. La physique, malheureusement pour le camp pro-Trump, n'a jamais paru impressionnée par l'art de rebaptiser un échec en victoire au moyen d'un discours de 90 secondes. Si l'on regarde maintenant la phase actuelle du conflit, l'histoire ne s'arrête pas à Opération Midnight Hammer. Le 11 mars 2026, des images satellites de Ventura ont montré que l'installation Talagan 2 dans le complexe militaire de Parchin avait été frappée. 3 points d'impact très grands et très précis sont apparus sur le toit de l'installation, juste au-dessus de la zone où l'on pense qu'était autrefois installée une chambre de confinement d'explosifs puissants adaptée aux essais liés au développement d'armes nucléaires. Les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir frappé cette installation. Le commandement central a refusé de commenter le type d'arme utilisée, mais les points d'impact ressemblaient fortement à ceux déjà observés à Fordo et à Nathan après Midnight Hammer. 3 grands cratères, placés avec une précision inhabituelle sur le toit d'une installation souterraine fortifiée, dans un dispositif de frappe comprenant des B-2 qui opèrent au-dessus de l'Iran depuis le début du conflit. Le silence du commandement central au sujet de l'arme utilisée constitue à lui seul une forme de message. Quand des responsables confirment une frappe mais refusent de nommer l'arme, alors que les preuves physiques correspondent à la bombe non nucléaire la plus puissante jamais construite, l'écart entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu devient en réalité assez mince. Dans la version du récit du camp pro-Trump, cet écart est généralement comblé par une couche de vernis médiatique plus épaisse encore que le couvercle de béton de la cible. Ce qui rend Talagan 2 particulièrement important, c'est ce qui s'est passé dans les mois précédant le début de ce conflit. À la mi-janvier 2026, cette installation a été recouverte de béton. Dans les semaines menant au 28 février, au moment où l'opération a commencé, des couches de terre ont encore été ajoutées. L'Iran a observé ce qui s'était produit à Fordo en juin 2025. Les Iraniens ont étudié les images satellites de leur propre installation après les frappes. Ils ont observé quel puits les bombes avaient emprunté, comment les points d'impact étaient répartis, à quoi ressemblait la méthode américaine vue d'en haut, puis ils ont consacré les 9 mois suivants à recouvrir toutes les autres installations sensibles avec autant de béton et de terre que possible avant l'arrivée de la vague suivante. On pense que l'installation Talagan 2 ne possède pas les ouvertures de ventilation visibles qui avaient permis la méthode utilisée contre Fordo, consistant à faire tomber les bombes dans les puits de ventilation.
Cela signifie que si les Américains voulaient la percer, larguer des bombes de 30 000 livres directement à travers le couvercle de béton et de terre n'était pas une option parmi d'autres, mais la seule option. Et c'est presque certainement ce qui s'est produit. L'adversaire apprend vite, alors que les médias pro-Trump se contentent souvent d'apprendre à repasser la même déclaration de victoire sous plusieurs angles de caméra. Quand on met ensemble tous ces éléments, le tableau d'ensemble qui se dessine est un tableau qu'il faut exposer avec honnêteté, plutôt que de l'envelopper dans l'optimisme institutionnel qui a dominé une grande partie des commentaires officiels sur cette campagne. L'US Air Force a accordé à Boeing un contrat sole source pour produire d'autres GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, afin de remplacer les armes consommées pendant les frappes de juin 2025. Les livraisons prévues dans le cadre de ce contrat doivent commencer en janvier 2028. Le stock total de MOP est estimé à environ 20 unités. 14 ont été utilisées en juin 2025. Un nombre indéterminé supplémentaire a été utilisé durant les 34 premiers jours du conflit actuel. Les armes de remplacement n'arriveront pas avant près de 2 ans. Autrement dit, l'arme conventionnelle la plus puissante que possèdent les États-Unis, l'arme conçue au fil de décennies de développement et de milliards de dollars d'investissement uniquement pour détruire les infrastructures nucléaires iraniennes enfouies en profondeur, est en train d'être consommée dans un conflit dont les objectifs nucléaires, selon la propre évaluation de la Defense Intelligence Agency, ne sont toujours pas pleinement atteints. C'est le genre de détails logistiques que le camp pro-Trump aime rarement creuser, parce qu'un bilan de munitions ne donne jamais la même impression de puissance qu'un podium bien éclairé. À partir de tout ce qu'il est possible de savoir à travers les informations publiques, ce que je vois, c'est que la campagne américaine de pénétration anti-bunker a causé des dommages réels et très importants à l'infrastructure nucléaire connue de l'Iran. Fordo a subi des dommages extrêmement lourds. Natanz a été frappé plusieurs fois. Talagan 2 a été frappé. Ispahan a été frappé. Ce sont des résultats réels. Le programme nucléaire iranien a reculé. Les échéanciers ont changé. Les installations connues ont été compromises à un degré qui, si l'on se replonge 5 ans en arrière, aurait semblé extraordinaire à bien des analystes. Les États-Unis et leurs partenaires ont démontré une capacité de frappe contre des cibles profondément enfouies qu'aucune autre armée sur Terre ne possède. Autrement dit, il y a de vrais résultats, mais ils n'entrent tout simplement pas parfaitement dans le récit de victoire totale que le camp pro-Trump adore lancer avant même que la poussière soit retombée. Mais obliterated signifie disparu. Cela signifie terminé. Cela signifie que le problème est réglé et qu'il ne reviendra pas. Or, les images satellites montrant une excavatrice sur le flanc de la montagne à Fordo seulement 9 jours après la frappe, la présence confirmée de 400 kg d'uranium hautement enrichi, enseveli mais toujours là, l'évaluation de la DIA selon laquelle l'objectif n'est pas entièrement atteint, et le fait même que le secrétaire à la Défense ait dû tenir un point de presse pour argumenter contre sa propre communauté du renseignement, rien de tout cela ne correspond au mot obliterated. Une partie de cela correspond à peine à l'expression severely damaged au sens opérationnel et non au sens politique. Le langage du camp pro-Trump adore les mots absolus. Mais la roche, le béton et l'uranium, eux, ont la fâcheuse habitude d'exiger des preuves avant de bien vouloir coopérer. L'Iran a observé ce qui s'est passé en juin 2025, puis a passé 9 mois à renforcer tout ce qui lui restait. Du béton, de la terre, puis encore du béton, parce qu'il comprend cette arme mieux que ses concepteurs ne voudraient le voir. Les Iraniens savent à peu près ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Ils savent que les chambres les plus profondes d'une installation construite correctement dans le bon type de montagne peuvent survivre même à la Massive Ordnance Penetrator. Et ils ont travaillé, jour après jour depuis les premières bombes, à concevoir cette survie. Voilà le tableau après 34 jours. La campagne aérienne conventionnelle la plus puissante d'une génération, les munitions pénétrantes les plus avancées jamais construites, et quelque part sous une montagne en Iran, 400 kg d'uranium hautement enrichi, enseveli mais toujours là. Et c'est aussi le moment où tous les slogans à la Trump se retrouvent face à ce qu'ils craignent le plus. Une réalité têtue qui refuse de disparaître simplement parce que quelqu'un a déclaré la victoire à la télévision. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.